Bonjour, on va commencer, hein, il est 11h02, donc je pense que voilà. Bienvenue. Donc pour cette session sur les troubles bipolaires, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, les trois auteurs, ils ont quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils ont un pied dans le libéral, voire les deux pieds pour certains. Voilà, ce qui est quand même intéressant d'avoir aussi par rapport à la pratique libérale, le quotidien, de suivre des patients bipolaires. Voilà, donc on va aborder premièrement l'actualité sur le diagnostic et un petit peu une mise à niveau. Et Elisabeth Krutschek va illustrer aussi par des cas cliniques. Après, on aura plus des spécificités techniques sur le traitement, la pharmacologie, avec un collègue donc de Brest, le docteur Papetta. Et pour finir, il y aura Pierre Lavaux qui va nous parler du lithium et peut-être du retour du lithium, ou en tout cas le grand retour du lithium, et tant mieux, et même chez les personnes âgées. Voilà. Donc chaque intervenant a 20 minutes, ce qui laissera, je pense, c'est peut-être plus intéressant qu'on pose des questions à la fin, si vous êtes d'accord. Voilà, à toi. Okay, bonjour à tous. Je remercie le comité d'organisation locale qui nous a fait ça marche pas trop, si, un magnifique congrès. Et puis je remercie le travail de collaboration de l'ASF 3PA, nos réunions mensuelles, notre travail en équipe et la mise en lumière des particularités, des qualités de chacun paye, et on le voit aujourd'hui, et je nous souhaite encore longue vie. Et puis merci d'avoir bien sûr accepté ce symposium avec beaucoup de libéraux, pour qu'on vous montre un petit peu ce que nous on rencontre dans notre pratique libérale, et vous allez voir que ce n'est pas tout à fait les mêmes patients que ce que vous voyez en hospitalier. Alors, je n'ai aucun conflit d'intérêt pour cette présentation. Par contre, je travaille pour le groupe Unicea sur la dépression en EHPAD, et on est en train d'essayer de pondre des recos et des formations pour les non-soignants. Alors, vous le connaissez tous, et puis Benjamin l'aura fait beaucoup mieux que moi hier. C'est une maladie chronique, une maladie au long cours qui implique un suivi malheureusement à vie. C'est mésestimé, et ça on le voit vraiment parce que c'est sous-diagnostiqué. Bon, vous verrez qu'il y a un progrès ces dernières années. L'enjeu me paraît crucial parce que sans traitement précoce adapté, et les dommages vont s'accumuler dans l'enfance, puis après à l'âge adulte, et puis on connaît le passage à l'acte et donc le suicide qui est fréquent, mais ça impacte autrement la vie, c'est-à-dire l'autonomie fonctionnelle globale des sujets, de la vie professionnelle, de la vie familiale, et ça va engendrer des coûts et personnels et des coûts pour la société, à savoir qu'un patient bipolaire coûte 10 000 euros à la société. 10 000 balles, hein, c'est beaucoup. Voilà. Les troubles de l'humeur, je me suis dit on va quand même mettre un petit dessin joli. C'est une prévalence de 1 à 2% de la population générale. On sait que les chiffres, en fait, je pense qu'il y a un problème de définition de toute façon. On sait aussi que le diagnostic n'est pas fait dans les temps, que parfois il y a un retard diagnostique de 10 ans, voire plus, puisque nos patients parfois arrivent avec des diagnostics non faits de toute une vie. Et puis, bien sûr, on sait qu'il y a un risque quand il y a un antécédent dans la famille. Un risque de suicide majeur, et moi je dirais de 15, 20, voire 30% chez les patients non traités. Et on dit que c'est, selon l'OMS, la 6e maladie la plus invalidante. Donc, vous connaissez tous la définition. Autrefois, ça s'appelait psychose maniaco-dépressive. Depuis 2014 et le DSM-5
Ça s'appelle trouble bipolaire, et trouble bipolaire, j'aurais dû mettre des S, puisque vous allez voir qu'il y a différents types. C'est une variation anormale de l'humeur, une alternance de manie et ou d'hypomanie ou de phases de dépression qui peuvent être très longues, de mélancolie profonde, entrecoupées de périodes de stabilité mais qui ne sont pas sans signe, et on aura des troubles d'humeur, d'évaluation périodique et des successions d'intervalles libres où tout se passera plus ou moins bien et d'intervalles plus compliqués. On ne va pas revenir là-dessus. Vous connaissez tous l'agitation, vous connaissez tous la fuite des idées, vous connaissez tous cela. Juste un focus, c'est que effectivement la dépression, les états dépressifs n'engendrent aucune demande et donc aucune consultation. Les états maniaques vont engendrer des consultations ou les troubles du comportement beaucoup plus rapides. Les différents types, on passe vite là-dessus, c'est les troubles bipolaires de type 1, les troubles bipolaires de type 2, qui sont encore quand même beaucoup plus fréquents, alors que dans les troubles bipolaires de type 1, il y aura beaucoup plus d'études, et donc c'est quand même très intéressant de regarder tout ça. Les troubles bipolaires de type 2, on aura des épisodes hypomaniaques, et ce sont souvent ces patients-là qui vont nous intéresser le plus. Et moi, j'ai laissé les troubles bipolaires de type 3 qui avaient disparu parce qu'on a des virages maniaques et surtout, on a une proportion importante d'antécédents familiaux de troubles bipolaires. Et puis, la cyclothymie, succession de périodes minimales de 2 ans d'épisodes hypomaniaques et de dépression plus ou moins légères, mais très invalidantes quand même dans la vie des patients. Alors, l'actualité, un petit focus parce que les choses changent depuis 10 ans et heureusement. Merci, merci. Une meilleure connaissance, mais de plein de choses. Vous allez dire que c'est la recherche. Non, c'est une meilleure connaissance même de la définition de la maladie, et d'où notre témoignage aussi, pour mieux la cerner, bien différencier par rapport aux autres pathologies psychiatriques. C'est très important de connaître l'épidémiologie des troubles bipolaires, mais surtout, en parallèle, de regarder tous les troubles qui peuvent être associés, toutes les comorbidités associées avec les troubles de l'attention, l'anxiété majeure, c'est aussi un facteur de consultation, les troubles du comportement alimentaire, les troubles métaboliques, mais nous y reviendrons. La clinique est très importante aussi pour mieux la diagnostiquer, bien la différencier avec la schizophrénie et l'évaluer grâce à des outils plus spécifiques. Et puis, bien sûr, depuis quelques années, nous avons la génétique qui permet d'identifier des gènes impliqués dans la prédisposition génétique de la bipolarité. Il y a une étude qui est sortie sur une famille où 12 personnes étaient informatives. La biologie, bien sûr, on a parlé biomarqueurs, mais qui ne marchent que pour certains types et qui ne marchent pas seuls et ne donnent que 30% de positivité. La neuroimagerie qui est très intéressante en complément. Et donc c'est des choses qui vont être cumulables dans la compréhension de la maladie. Et puis surtout les thérapies avec bien sûr les nouveaux médicaments, mais aussi l'utilisation des anciens. Et Pierre vous en parlera. Mais aussi des nouvelles approches psychothérapeutiques avec de la psychoéducation, de la thérapie familiale, avec les biais de la thérapie familiale qui ne sont pas si simples. Joanne Oberlin nous en a parlé hier, qu'il y a une certaine réticence, surtout pour nos patients âgés, parce qu'ils ont vécu toute une vie avec cette problématique qu'ils ont gérée à leur manière. Mais je pense qu'il est très important de reproposer en tout cas des pistes de réflexion là-dessus. Et puis les thérapies interpersonnelles et les thérapies de couple. Ça impacte vraiment le couple. Alors la recherche, il y a un site, et vous verrez qu'il est assez bien fait, c'est la Fondation Fondamentale, qui suit en France la plus grande cohorte de patients, et c'est la cohorte FES-BD, Fundamental Advanced Center of Expertise for Bipolar Disorder, je suis encore en vie. Voilà. Accent français, forcément. On a 4420 patients extraordinaires, et ça a vraiment permis de faire avancer les choses. Donc ces progrès qui ont été faits par rapport à cette cohorte ont permis de révéler les liens entre les prédispositions génétiques, par exemple dans une famille, et les facteurs environnementaux qui vont être du stress, qui vont être un abandonnisme dans l'enfance, qui vont être de la dépression non traitée, qui vont être des traumatismes médicaux.
donc les infections, les traumatismes sévères. On parle aussi de la pollution atmosphérique, mais surtout, et là on peut avoir un impact dessus, c'est je regarde l'heure, parce qu'après si je fais des bêtises, c'est surtout la mauvaise hygiène de vie. C'est-à-dire qu'on se couche tôt, on dort bien, on ne boit pas de café, on ne boit pas de thé, on ne boit pas d'alcool, c'est pas très gai, mais ça aide quand même beaucoup, et on fait du sport. Voilà. Et donc, la survenue de tels facteurs va provoquer en fait une réponse inflammatoire et immunologique, et là, ça, c'est mis en évidence par nos chercheurs, qui vont pouvoir peut-être nous permettre de mieux comprendre avec des marqueurs spécifiques de certaines formes, et pas seulement, mais quand on aura mis en évidence ces marqueurs spécifiques, on pourra peut-être trouver des thérapeutiques qui seront ciblées et plus adaptées. Donc quel progrès. Le surrisque métabolique mérite une mention spéciale parce que c'est important de pouvoir tracer leur trajectoire de vie, de pouvoir regarder l'évolution de la pathologie et de permettre un peu de classifier comment est-ce que nos patients vont évoluer au fil du temps. Alors, on a ceux qui s'améliorent au fil du temps, Dieu merci. Il y a des patients dont l'état stagne, c'est pas si grave, mais il y a des patients qui vont s'aggraver au cours du temps, et c'est important aussi de le savoir. Et puis, c'est important d'avoir en fait ce focus sur ceux qui vont s'aggraver au cours du temps. La plupart du temps, c'est ceux qui auront une mauvaise hygiène, de vie, qui auront aussi une surcharge pondérale. Vous me direz, elle est drôle, Elisabeth, quand on donne des traitements pour la bipolarité, souvent ils grossissent. Oui, mais bon, on fait avec nos difficultés. Voilà. Et donc, sur ces facteurs-là, il y a une possibilité d'action. Et donc, ils ont mis en évidence que les troubles bipolaires sont liés à un risque accru de syndrome métabolique type diabète, maladie cardiovasculaire, et donc c'est très important. Alors c'est vrai, vous me direz, les vieux qui arrivent chez vous, comment vous faites? Parce qu'ils ont déjà plein de choses, il faudra regarder encore plus. Il faudra éliminer, il faudra regarder encore plus. Et puis c'est pas grave, hier on avait droit aux travaux, aujourd'hui on a droit aux sirènes, mais on avance quand même. Et je vais vous parler, moi, maintenant, de Bernard. Voilà, pour vous raconter un petit peu comment ça se passe quand on est en clinique. Il a une... Ah. Voilà. On va retrouver Bernard. Voilà. Bernard. Quand je vous parle de Bernard, je vois Bernard et Janine, sa femme, qui sont en face de moi. Il a développé, il a présenté une maladie maniaco-dépressive, parce que c'est comme ça qu'on lui a annoncé à l'époque, en tant qu'adulte jeune. Son épouse, chouette, a appris le diagnostic le jour de son mariage. Voilà, mais elle est restée. Je lui ai toujours demandé pourquoi. Elle est restée. Voilà. Et il est devenu inspecteur des impôts. Alors là, je peux vous dire que le jour, voilà. Mais il a quand même été 13 fois hospitalisé en secteur psychiatrique. D'ailleurs, il vous décrit aujourd'hui des séjours apocalyptiques. Vraiment, c'était... voilà. Et puis, ça se passait pas trop mal. Alors il est marié avec une femme qui a un caractère bien trempé et qui veut avancer. Et puis en 2013, elle trouvait qu'il commençait un petit peu à yoyoter. Et donc elle a décidé de lui faire des bilans. Alors il a eu plein de bilans au centre mémoire. Et on lui a fait la totale. Il a même eu une PL. L'IRM est tout à fait normal en dehors d'une locoariose avec un phase d'écase à 3. Et on a quelques troubles attentionnels, mais alors pendant quelques années, jusqu'à ce qu'il arrive chez moi. Et puis des troubles exécutifs, mais le reste du bilan est tout à fait normal, c'est plutôt quelque chose d'assez subjectif. Et il a des troubles du sommeil, il est suivi par un psychiatre tous les mois. Mais son état, en fait, se dégrade. Et puis il commence à avoir plus de troubles du sommeil, une tendance à la clinophilie. Il fait plus rien, alors que d'habitude il faisait les courses, et en fait il avait des rituels comme ça, il était bien organisé. Ça s'est dégradé aussi, et ça c'est toujours très intéressant, c'est quand il y a des changements. Il y a eu la mort d'un de ses parents, et en même temps il a été à la retraite. Et puis une tendance à la clinophilie, puis alors là il en fait vraiment de moins en moins. Et puis là de temps en temps il dit je peux pas me laver, alors qu'il sait très bien se laver, mais il faut qu'on lui donne un coup de pied au derrière pour qu'il y aille. Voilà. Et puis on le suit, on évolue
on essaye de faire un diagnostic un peu plus poussé. Alors, on a émis l'hypothèse avec le centre mémoire qu'on avait des troubles bipolaires et surajouté une pathologie vasculaire très très modérée, très débutante et peu impactante. Moi, au fil des choses, je pense qu'il a en fait une évolution de sa pathologie. On a en fait revu le traitement et malheureusement, lui, il n'avait pas eu de lithium. Et en fait, on lui a changé le traitement, on a augmenté le traitement. Et aujourd'hui, en fait, on est dans une phase où ça ne se dégrade plus, où il est stable, mais son épouse est en train de cracouiller quand même gentiment. Voilà. Donc on va parler un petit peu cela pour faire le joint avec le sujet âgé. C'est qu'en raison du vieillissement de la population, on a un petit peu plus de bipolaire. Et la prévalence, elle est peu documentée. Il y a peu d'études sur les personnes âgées, vous le savez bien. Elle est de 5 à 10%. Mais je trouve, et puis dans les écrits, qu'on a une place plus importante dans la clinique et à domicile, dans nos consultations, puis en hospitalisation aussi, parce que ils meurent moins. Hein. Habituellement, le diagnostic devrait être fait avant l'âge de 50 ans, c'est ce qui est écrit dans les manuels, mais on en a quand même un petit peu plus, enfin, autour de 65 ans. Ils estiment que c'est entre 0,25 et 1,03, je pense que c'est un petit peu plus, moi. Et puis il y a une enquête sur 1873 sujets, c'est pas rien, ou 65 ans. On retrouve une prévalence assez faible de 0,4. C'est l'étude d'esprit. Bien sûr, une des hypothèses de la diminution de la prévalence, c'était que, en fait, autrefois, il décédait par suicide avant, ou il décédait pour une autre cause cardiaque, cancer ou autre. Mais je pense que c'est sous-diagnostiqué du fait de l'atypicité de la clinique, de l'atténuation symptomatique qui va être moins colorée, moins exubérante, et puis des tableaux atypiques, mais des tableaux atypiques avec des symptômes qui vont s'accumuler. Et ça va être aussi biaisé, dans le cas de Bernard, bien sûr, par les comorbidités neurologiques. Ils veulent vraiment pas qu'on continue notre truc. C'est bon? Ah non, je sais pas. Non, voilà, non, ouais, mais je vais me dépêcher, mais attends, tu n'étais pas là, non, parce que là, tu m'as fait, vous m'avez fait, voilà. Non. Celle d'avant encore, t'étais, voilà. Non. D'en haut, voilà. On va y arriver. On va y arriver. Ah oui, là, on a vraiment des petits problèmes. Mais il y a un truc qui va pas. Voilà, stop. C'est ça, c'est celle-ci, voilà. Stop. Voilà. Alors, donc, voilà. Et puis, donc, on a ce problème d'altération cognitive qui arrive et qui biaise les choses. Et c'est vrai que... L'âge de peut-être développer un jour un truc. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais on pense quand même qu'il y a une évolution qui peut être déficitaire. Alors, on a en fait, bien sûr, on est basé sur la CIM-10 et sur la CIM-11, pardon, il faut que je me mette au goût du jour, et puis le DSM-5, et bien sûr, la spécificité de la personne âgée n'existe pas. Hein. Alors, les débuts tardifs, c'est le LOBD. Alors, on pense qu'il y a quand même 2 femmes pour un homme, alors que chez les jeunes, c'est 1-1. 50% des patients hospitalisés présentaient une dépression. Un quart avait une manie avec un délai de 25 ans après un premier épisode dépressif. Dans les hospitalisations, c'est 44%. En psychiatrie ambulatoire, c'est autour de 9%. Voilà. Alors, on va aller un peu plus vite. Il y a une étude australienne qui a montré en fait qu'en une dizaine d'années, on est passé de 2% à 10%. D'où l'intérêt quand même de tenir compte de ces patients-là. Voilà. Et puis après, voilà. L'âge du début des troubles, c'est souvent limité en fait dans les études au type 1. On va aller un petit peu plus loin parce que j'ai envie de vous raconter mes cas cliniques. Et donc, je vais vous parler de Léon. Léon est marié, il a 60 ans. Moi, je ne le connaissais pas au départ. En fait, c'est le mari d'une de mes amies. Il est décrit par son épouse comme taciturne, jamais content, un ours sans cœur, égocentré. Il est corse.
Il relate des faits... Non, mais c'est très important. C'est très important. Il relate des phases de mélancolie et des phases où cela va mieux avec des grands projets. Et puis, il a... Parce que moi, je lui pose des questions. Hein, il a un jumeau qui s'est suicidé à l'âge de 20 ans et tout ne va plus bien depuis que le jumeau s'est suicidé. Il a 2 enfants, un fils qui va très bien, qui est inséré dans la société, un autre, une scolarisation un peu plus chaotique, on a dit qu'il était 10, et puis il a eu recours à la MDPH, mais je n'ai pas vu de diagnostic, puisque j'ai demandé les papiers, et puis là, il entre dans une phase de manie avec des idées de grandeur, il sera le meilleur disque de jockey de Corse, et donc, je dis à mon ami, tu vas envoyer tes 2 hommes en consultation, et puis elle a pris rendez-vous, parce qu'en Corse, en général, on vient ou à Paris ou on va à Marseille. Et donc, elle a pris rendez-vous à Paris et le diagnostic, il a été hospitalisé, le jeune. Le diagnostic de trouble bipolaire de type 1 a été posé. Et lors des consultations, le diagnostic de Léon a été posé aussi. Il a la même pathologie que son fils. Léon a pris un immeuble dans la figure et refuse le diagnostic et refuse de prendre un traitement, alors que, honnêtement, je l'ai vu entre-temps, ça l'aiderait énormément. Et son fils ne prend pas bien le traitement parce que, vous savez quoi, pourquoi papa ne le prend pas, n'est-ce pas? Et puis, on ne s'est jamais rendu compte, en fait, des folies de Léon, parce que Léon avait de l'argent, était un très gros propriétaire de Corse, et chaque fois qu'il avait un projet un peu pharaonique, il pouvait le mettre en place. Voilà. La deuxième marque, peut-être qu'on n'aura pas le temps de faire Marion, mais c'est pas grave. Il est professeur de faculté. Il a un contact étrange. La première fois, il m'a envoyé par son médecin traitant avec lequel je travaille depuis très très longtemps. Il m'a démonté la salle d'attente, il m'a refait la décoration. Et puis, il me dit, vous m'avez fait attendre des heures. C'était 5 minutes. Mais après, il nous a tellement traumatisés que quand on l'a suivi, hein, Marc, il avait le droit à être pris 5 minutes avant, parce que comme ça, on n'avait pas de cirque. De nombreuses dépressions. Il est sous trithérapie. Il passe pour un original, il est étranger et il est israélien, donc il parle avec des gestes un peu comme ça, hein. Il a été vu par beaucoup de confrères et il a été mis sous antidépresseur, ça ne marchait pas super. Et puis son histoire, c'était chaque fois il était en échec par rapport, je prends encore 2 minutes, son échec par rapport à, il n'arrivait pas à obtenir son HDR pour être super professeur. Et puis, il a un compagnon qui est le cadre, qui l'aide à faire ses interventions comme la mienne, qui le subit. Mais ils n'ont jamais osé parler de l'ensemble des problèmes, où il avait des phases, où il avait des troubles du sommeil et où il ne dormait quasiment pas, et où il fumait 3 paquets de cigarettes la nuit, où il faisait des réservations de vacances pour la même période. Imaginez le coût que ça avait. Où les derniers temps, il m'avait fait 17 réservations pour le même jour, pour différents spectacles. Voilà. Plus jeune, aujourd'hui il ne se mettait pas en danger, sauf en danger financier, mais il s'est mis en danger beaucoup plus jeune au niveau sexuel parce que, allez, sans capote, et ça y allait. Une agitation motrice importante, une familiarité. Alors on négocie et puis à un moment donné, je me dis, celui-là, le Théralite, ce serait une bonne idée. Et donc, je le mets en route le Théralite. Et puis, il se trouve qu'il a toujours eu un psychiatre en plus. Et puis, j'ai eu de la chance que c'était Michel Patrice, donc le professeur Patrice, qui a été mon petit camarade de jeu. Et il l'a suivi pendant quelques temps. Et on a pu échanger. Effectivement, c'était bien ça. C'était en fait une hypomanie assez particulière. Il se stabilise. Il se marie. Hein, voilà. Xème refus d'HDR. Il a bien supporté le décès de son papa. La retraite se profile, il décide qu'il n'a pas de trouble bipolaire, il me décrète ça un jour, je ne suis pas bipolaire, il va voir un autre psychiatre, c'est vrai qu'il s'est un peu amélioré, il est un petit peu moins exubérant, il demande une expertise au CHUS, c'est Jean-Georges Romer qui me téléphone et qui me fait un truc super méga neutre et super gentil, il change de psychiatre 3 fois, il revient chez moi en me disant est-ce que je peux revenir, je dis écoutez, ma porte a toujours été ouverte. Et puis, comme par hasard, il a eu un autre psychiatre qui l'a mis sous thymorégulateur, pas tout à fait la bonne dose. Et puis, je demande à l'autre psychiatre, est-ce que je peux le monter? Il me fait, j'osais pas, voilà. Et puis un jour, au bout de 4 mois, il arrive chez moi, il me fait, je vais vous faire un cadeau. J'ai dit non, c'est surtout à vous. C'est, je suis bipolaire, j'en suis convaincu. Et ça se passe plutôt pas mal. Alors, on va finir. Manon, on n'en parlera pas. Voilà, mais c'est dommage. Et en conclusion, peu d'études. Notre expérience clinique est la meilleure. Attendez, moi j'ai besoin de trucs encore. Voilà. Alors on a de la chance d'avoir ces connaissances
de la clinique, de la recherche, qu'on va pouvoir décliner chez la personne âgée. Mais je pense que notre expérience clinique, et peut-être qu'il faudra faire des consensus, puisqu'on n'aura pas d'études adaptées, qu'il faut mettre un traitement et des stratégies adaptées, oser les traitements lithium et ECT, améliorer la qualité de vie des patients et éviter les vies gâchées. Et je finirai sur une petite jeune femme qui s'appelle Lou et qui fait de la bande dessinée et qui est cyclotimique. Et je finirai en ayant une pensée pour Ernest Hemingway, pour Winston Churchill, pour Gary Grant, pour Frank Sinatra, pour Virginia Woolf, sur Hector Berlioz, pour Nietzsche, pour Jean-Jacques Servan-Schreiber, pour Garouste qui a dit, et on va terminer là-dessus, que si Van Gogh avait eu un traitement, peut-être qu'il nous aurait laissé beaucoup plus d'œuvres. Je pense qu'on a la possibilité de les aider vraiment. Merci. Merci pour ta présentation. Je ne sais pas si ça marche. Non. Tiens. Merci pour ta présentation, Elisabeth. Elle est déjà partie. Pour te rassurer, à l'hôpital, on code encore à la CIM10. Hein. Voilà. Je résumerai un petit peu après. Bon, c'est riche. C'est bien d'avoir le regard d'une psychogériatre. Tu as des gens relativement jeunes dans ton cabinet, alors? ce que tu me racontes. En fait, oui. Je fais pas peur, alors ils viennent me voir assez facilement. D'accord. Bon. Peut-être que je fais peur à vous, mais pas à eux. Voilà. Et on va passer à la présentation brestoise. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Alors, je remercie le comité d'organisation locale et la SF3PA, en particulier Elisabeth, puisque c'est via Elisabeth que je me retrouve ici devant vous. Alors, d'où je vous parle, parce que qu'est-ce qu'un Brestois éloigné vient faire jusqu'à Montpellier alors, je vais présenter un petit peu le déroulé de ma carrière, puisque je suis un vieux machin maintenant, je dois être le doyen de la salle, ou quasiment. Je suis un ancien antenne de Marseille. J'ai été psychiatre militaire, ça se voit pas trop, vous me direz, pendant 37 ans de mon existence. J'ai été chef de service d'un hôpital militaire à Brest pendant 18 ans. Et il y a 15 ans, j'ai décidé de quitter l'armée et de m'installer. D'abord parce que ça faisait déjà quelques années que je m'intéressais aux troubles bipolaires, pour multiples raisons, en particulier des raisons de proximité, puisque la mère de mon fils était bipolaire. Enfin, elle l'est toujours d'ailleurs, et c'est toujours la mère de mon fils, mais c'est plus ma compagne, quoi, c'est pour dire ça. Donc j'ai décidé de m'installer et j'ai une particularité, c'est que je ne vois que des patients porteurs de troubles bipolaires. Alors hier on parlait de la terminologie, je dis toujours porteur de troubles bipolaires parce que si on dit bipolaire ou atteint de troubles bipolaires, pour moi c'est quand même quelque part mettre un gros boulet au pied. Et dire porteur, c'est dire qu'on peut avoir une valise qui sera plus ou moins lourde et que le but des traitements qu'on leur propose, c'est d'alléger le poids de la valise et éventuellement de pouvoir la poser. Et je crois que cette perception-là que j'essaie de transmettre à tous les patients que j'accompagne, c'est un élément extrêmement important. Alors, au-delà de ça, j'ai été enseignant de pharmacologie pendant 20 ans à l'université de Brest et j'ai monté à Brest 2 associations, une association de patients grâce à des patients dont je m'occupais à l'époque où j'étais à l'hôpital, une association de patients type Argos, qui est assez dynamique et qui organise des groupes de parole depuis maintenant 18 ans, des groupes de parole pour les patients et pour les aidants familiaux. Les aidants familiaux, c'est moi qui anime toujours les groupes de parole, je trouve que c'est toujours très important. Et j'avais monté en 2014, grâce à l'AGFIP, une association de réinsertion professionnelle, parce qu'on sait que parmi les patients porteurs de troubles bipolaires, un certain nombre sont en échec professionnel. Et ce projet qui avait été soutenu par la GFIP a permis, sur les 120 personnes qui sont rentrées dans le circuit, d'en réinsérer 102, ce qui donne des chiffres bien supérieurs à ce que fait Pôle emploi ou plutôt France Travail maintenant. Donc quand on veut s'en donner à peine, on peut faire des choses.
Ça s'est arrêté en 2020 à cause du Covid, et faute de financement, puisque la GFIP avait accepté de financer pendant 4 ans. On a financé un petit peu plus grâce à l'aide de la Fondation du Crédit Agricole, mais le Covid étant arrivé, on a été obligé de fermer la structure, ce qui est un peu dommage, parce que je pense qu'il y a au-delà du soin, au-delà du soin médical, le soin, le care, il va aussi jusqu'à la réinsertion professionnelle, et ça me semble extrêmement important. Alors, j'ai quelques conflits d'intérêts puisque j'interviens dans des réunions professionnelles dans les 5 dernières années au profit des laboratoires Lundbeck, Otsuka et Etipharm, mais c'est pas grand-chose. Alors, petit préambule, c'est vrai que l'arsenal thérapeutique des troubles bipolaires chez l'adulte est vaste. Que ce soit les règles d'hygiène de vie, Elisabeth en parlait, mais je crois qu'il faut en reparler souvent. J'ai coutume de dire à tous mes patients que je ne leur donnerai pas de traitement médicamenteux tant qu'ils n'auront pas appliqué les quelques règles d'hygiène de vie indispensables que sont le lever à heure fixe. J'insiste là-dessus parce que les anomalies de l'horloge biologique ne peuvent être synchronisées que par le lever à heure fixe. C'est un point extrêmement important, avec une activité physique quotidienne. Alors on ne dit pas, Elisabeth parlait de sport, je dis moi je ne parle pas de sport, je demande de faire 45 minutes de marche dans la journée. Et ils peuvent le faire, moi je le fais pour des raisons cardiaques, donc si je peux le faire moi pour des raisons cardiaques, et alors que je travaille encore, tout le monde peut le faire, 45 minutes de marche dans une journée. Ça me paraît important. L'évitement des toxiques, et les toxiques, ça va jusqu'au jus d'orange. J'ai un patient, dès qu'il boit un jus d'orange, il est hypomane. J'y peux rien, et il est comme ça, c'est sa sensibilité, c'est comme ça. Donc les toxiques, il faut vraiment élargir le spectre, c'est pas que l'alcool, ça peut être le café, le thé. Alors, nombre de patients qui disent « Oh, mais moi, je ne bois pas de café, je bois que du thé. » Oui, mais dans le thé, il y a de la caféine aussi. Ça s'appelle la théine, mais c'est la même molécule. Et les gens ont tendance à l'oublier. Donc, supprimer tous les toxiques, ce n'est pas aussi facile que ça. Bref, cette hygiène de vie est extrêmement importante. Alors, chez le sujet âgé, leur dire « Vous allez marcher 45 minutes tous les jours », c'est pas toujours facile, mais c'est quand même faisable en général. Oui, on peut le faire en plusieurs morceaux, tout à fait. Donc la pharmacothérapie, la psychoéducation, les psychothérapies. Alors, je fais partie de ceux qui ont été formés aux thérapies interpersonnelles avec mon ami Thierry Botaille, qui est le chef de service de Siamed, là. On a été formés à Columbia University, ça jette tout de suite beaucoup mieux, hein. Les TCC, dont la méditation de pleine conscience, qui ont aussi un intérêt, et en particulier pour les troubles cognitifs, parce que s'il y a, je pense, une limite aux approches thérapeutiques qu'on peut donner, ce sont les difficultés cognitives qui perdurent, et en particulier toute la dimension des troubles attentionnels, qui a vraiment une importance capitale, et dont les patients se plaignent régulièrement, sans qu'on ait véritablement d'armes thérapeutiques très efficaces sur ces troubles attentionnels. Alors, chez le sujet âgé, ces diverses approches peuvent être plus compliquées à mettre en place, en particulier dans les formes à début tardif, les LOB dont tu parlais tout à l'heure. Je vais m'attacher à ne parler que de pharmacologie aujourd'hui et d'utilisation des psychotropes, en sachant que la polypharmacie est la règle chez le sujet âgé. Alors, polypharmacie, ça veut dire qu'ils ont des traitements pour toute raison. Ça peut être l'hypertension, ça peut être le diabète, ça peut être n'importe quoi. Et donc, les interactions entre psychotropes, on les a déjà jamais étudiées. Alors, les interactions avec les autres catégories de molécules, elles sont encore moins étudiées. Évidemment que c'est un frein, et c'est pour ça qu'on n'a pas d'études cliniques qui permettent d'avoir des guidelines, des recommandations qui soient véritablement pratiques. Cela étant, le partage d'expérience et je pense les consensus, comme le disait Elisabeth, ça peut avoir un intérêt. Alors, petit rappel clinique, mais je vais aller très très vite. On sait que c'est plus complexe en raison des comorbidités. On sait qu'il y a les deux types de troubles bipolaires, soit à début précoce, soit à début tardif. J'en donnerai des exemples tout à l'heure. Les trois formes de LOB dont parlait Benjamin hier, avec les formes à début tardif réels, les formes à début tardif avec l'évolution pseudo-unipolaire et puis les manies secondaires, ça c'est les trois types. Alors ce qui me paraissait important de rappeler pour les caractéristiques cliniques, c'est que ce n'est pas tout à fait les mêmes chez le jeune adulte et chez le sujet âgé. En matière de comorbidité somatique par exemple, on sait que c'est beaucoup plus fréquent dans le grand âge. Dans les événements de vie déclenchants, ils sont plus fréquents chez le sujet âgé, moins fréquents chez le sujet jeune. Le dysfonctionnement cognitif est évidemment la règle chez le sujet âgé, beaucoup plus que chez le jeune adulte. Les symptômes maniaques et dépressifs sont à peu près équivalents dans les deux populations. La prévalence d'épisodes dépressifs est plus grande chez les sujets âgés qui ont souvent débuté par des épisodes dépressifs. Alors on parlait des différents types de troubles bipolaires.
j'aurais tendance à dire que chaque patient porteur de trouble bipolaire est différent. Dire que moi j'accompagne actuellement, je crois, 370 patients porteurs de trouble bipolaire, ce qui est quand même pas mal. En patientèle libérale, c'est assez lourd. Ben, sur les 370, je ne sais pas s'il y en a 2 qui ont exactement la même forme. Je ne suis pas sûr. Ce qui explique pourquoi les stratégies thérapeutiques sont extrêmement diverses et parfois variables. L'usage d'un antidépresseur antérieur à une fréquence élevée, ce qui est assez logique chez le sujet âgé, et Dieu sait si pendant très longtemps on en a prescrit des antidépresseurs chez les porteurs de troubles bipolaires. Les manies secondaires sont plus fréquentes chez le sujet âgé que chez le sujet jeune, évidemment. L'histoire familiale de troubles de l'humeur est plus fréquente chez le sujet jeune, et c'est vrai que c'est un indice de bipolarité devant un épisode dépressif chez un sujet jeune. Plus il y a d'histoires familiales de troubles bipolaires, ou plus les troubles dépressifs ont commencé tôt, plus il faut suspecter une dépression bipolaire. Les comorbidités psychiatriques sont relativement rares chez le sujet âgé, elles sont très fréquentes, en particulier les addictions chez le sujet jeune. Le trouble d'usage de substances également aussi, c'est plus fréquent chez le sujet jeune que chez le sujet âgé. Je n'ai pas encore vu de cocaïnomane de 80 ans, ça ne m'est jamais arrivé. Ah oui, des fumeurs de shit, oui, mais c'est pas pareil. Surtout, ici dans la région, on en aurait probablement davantage. En Bretagne, c'est plutôt l'alcool, mais c'est un autre problème, ça. Mais beaucoup moins qu'on le croit, la Bretagne est la 3e région pour la consommation d'alcool en France. Après le Nord, enfin les Hauts-de-France, et la Normandie. C'est bizarre, hein, quand même. Il faut savoir ça. Les troubles de la personnalité sont plus fréquents chez les sujets jeunes que chez les sujets âgés, et le TADA est plus fréquent aussi en comorbidité chez le sujet jeune que chez le sujet âgé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez le sujet jeune, chez le sujet âgé, la pharmacocinétique, elle est modifiée. Que ce soit au niveau de l'absorption, puisque la valeur du pH gastrique augmente en raison d'une diminution des sécrétions acides, et puis ils sont tous sous pantoprazole ou oméprazole, donc ils ont effectivement une modification de l'absorption des médicaments, alors qui va bien sûr modifier le dosage sanguin qu'il peut y avoir. Le transit intestinal est souvent allongé, d'autant qu'ils ont souvent eu des antidépresseurs et que les antidépresseurs classiques, ça constipait. Donc on a une biodisponibilité des molécules qui peut être largement perturbée. L'absorption, c'est une chose, mais la distribution, c'est également un autre problème, parce que d'abord, on sait que les psychotropes, qui sont souvent lipophiles, se stockent dans les graisses, et que la masse graisseuse, elle augmente naturellement avec l'âge. Chez tout le monde, y compris chez le sujet non porteur d'une pathologie. C'est désagréable à savoir, et on voit bien les petits bourrelets qui s'avancent, surtout en préabdominal chez l'homme, et puis au niveau de la ceinture chez les femmes. Mais on risque de faire des accumulations des molécules de psychotropes, donc ça peut avoir des inconvénients. C'est valable aussi pour les toxiques, hein. Je rappelle que le tétrahydrocannabinol se stocke essentiellement dans les graisses, et que même si les gens n'en consomment que tous les mois, ils peuvent avoir toujours des dosages positifs, ce qui est quand même un peu embêtant. En plus, on sait qu'en vieillissant, l'hydratation du corps diminue, ce qui provoque une augmentation de la concentration plasmatique des quelques molécules hydrosolubles qui peuvent exister. En même temps, le métabolisme hépatique est ralenti, ce qui fait que avec des systèmes enzymatiques beaucoup moins efficaces, ce qui fait qu'on a une tendance, là encore, à avoir une biodisponibilité qui est plus augmentée de certaines molécules, avec un risque toxique qui n'est pas négligeable. Pareillement pour l'excrétion rénale, où le débit de filtration glomérulaire diminue en fonction de l'âge, et comme en plus les vieux, ça ne boit pas, tiens, donne-moi un coup d'eau. Merci. Il faut donc évaluer toujours la fonction rénale avant toute prescription de psychotropes. Et pas seulement si on prescrit du lithium, hein. Faire une évaluation, un bilan sanguin, ça paraît indispensable. Alors venons-en maintenant aux publications. Il n'existe aucune recommandation internationale spécifique pour le traitement des troubles bipolaires chez le sujet âgé. D'abord parce qu'il est impossible de faire des essais cliniques en raison des comorbidités, puisque les patients ne peuvent pas rentrer dedans. Alors on a des publications de cas, des rapports ou des méta-analyses ou des études rétrospectives, mais des études cliniques rigoureuses, ça n'existe pas. On a quelques études rétrospectives concernant le lithium et le valproate, et Pierre en parlera tout à l'heure, je pense. Mais par exemple la lamotrigine et l'oxcarbazépine, qui sont quand même maintenant des molécules qu'en clientèle libérale j'utilise quasiment au quotidien. Je crois que l'amictal, la lamotrigine, c'est la molécule que je prescris le plus
comme régulateur de l'humeur chez les patients, d'autant que les patients qu'on voit au cabinet, comme le disait Elisabeth, ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on voit dans les centres experts fondamentaux. Je pense qu'il faudrait qu'on réussisse à travailler avec les ondes fondamentales, justement, parce que les patients qu'on voit ne sont pas du tout les mêmes. C'est des formes mineures, des formes moins importantes, mais beaucoup plus difficiles à traiter en général. Donc c'est l'utilisation parfois de l'association de plusieurs régulateurs de l'humeur qui va être nécessaire, et on fait de la cuisine au quotidien qui est parfois extrêmement complexe. J'ai regardé j'ai un patient qui a 4 régulateurs de l'humeur différents. Bon, alors j'en ai qu'un. Mais ça veut dire quand même qu'il faut sacrément faire de la cuisine pour pouvoir réussir à obtenir une stabilité thymique à long terme. En l'absence de preuves, la plupart des travaux qui sont publiés conseillent d'utiliser les mêmes stratégies thérapeutiques chez le sujet âgé, chez le sujet jeune, en faisant attention aux comorbidités et en faisant attention au dosage. Voilà, en gros, la règle, c'est à peu près ça. Alors, on sait qu'il n'y a pas de recommandation internationale. La seule recommandation dont nous disposions en France, c'est les recommandations formalisées d'experts qui avaient été publiées dans l'encéphale par Pierre-Michel Lorca il y a 15 ans. Je faisais partie du panel d'experts qui avait été interrogé pour ces recommandations. Et donc là, vous avez en première ligne le lithium et les anticonvulsivants pour l'épisode maniaque. Anticonvulsivants, alors plus ou moins antidépresseurs. Ça, c'est les recommandations. Dans la pratique, je n'ai plus un seul patient sous antidépresseur actuellement dans ma patientèle. Plus un seul. Parce que le constat que j'ai fait avec 25 ans d'habitude clinique des patients bipolaires, c'est que je n'ai pas de patient stabilisé qui conserve un antidépresseur à long terme. J'ai des patients qui ont parfois un antidépresseur pendant quelques semaines pour réinitier un épisode dépressif, enfin faire redémarrer quelqu'un qui a un épisode dépressif un petit peu sévère. Mais en général, ça dure rarement plus de 8 semaines, l'antidépresseur. Et sur le long cours, je n'ai plus aucun patient en première ligne qui a un antidépresseur associé à l'anticonvulsivant. Je préfère hospitaliser les gens pour faire des ECT. Et là, je suis parfaitement d'accord avec la communication d'hier. L'ECT, c'est quand même une thérapeutique très efficace et qui a finalement très peu de contre-indications. Donc c'est à utiliser en première ligne, en particulier dans des dépressions mélancoliques sévères chez le sujet âgé. En deuxième ligne, pour l'épisode maniaque, on dit antipsychotique deuxième génération, évidemment que les vieux. Moi, j'aurais tendance à mettre le CT, là encore, un peu plus tôt que les AP2G, même si les AP2G ont leur intérêt. Ça, c'est les consignes de 2010. Elles n'ont pas été revues dans la rectification de ces RFE qui a été publiée par Samalin en 2014. Je pense qu'il faudrait les actualiser, et les actualiser à partir de l'expérience des cliniciens de terrain que nous sommes. Parce que je pense qu'on est assez nombreux à avoir une vision plus personnelle, je dirais, de l'approche thérapeutique que celle des universitaires qui veulent des trucs carrés à partir d'essais cliniques extrêmement carrés. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Alors c'est vrai que Pierre va en parler suffisamment longtemps, c'est toujours la molécule à utiliser en première ligne de toute façon, même s'il est en pratique moins prescrit. Alors les jeunes disent oui, mais la fonction rénale, mais ceci, mais cela, les tremblements, l'hypothyroïdie que ça peut déclencher. Oui, sauf que la thyroïdite de Hashimoto, même sans lithium, elle se déclenche chez près de 40% des patients porteurs de troubles bipolaires. Donc ils seront de toute façon sur l'évothyrox un jour ou l'autre. Donc qu'on mette du lithium ou qu'on mette pas, ça change pas grand-chose. Alors c'est vrai que chez le sujet âgé, sa pharmacocinétique est modifiée, d'abord parce qu'il y a une altération de la fonction rénale, qu'il y a une diminution du volume de distribution globale, qu'il y a des comorbidités et des interactions médicamenteuses, donc on ne maîtrise pas tout. Et puis sa tolérance est moins bonne, avec des effets possiblement neurotoxiques, qu'il s'agisse de l'ataxie, de la catathèsie, des tremblements, mais on a des traitements qui permettent de limiter ces risques, et des effets néphrotoxiques qui sont peut-être plus fréquents, et c'est hélas le seul frein véritable dans la pratique de l'utilisation du lithium, avec l'hypercalcémie dont a parlé Benjamin hier. Donc oui, t'inquiète, je vais y arriver. Alors, son efficacité serait obtenue avec des taux plasmatiques plus bas chez l'adulte, mais je vais peut-être laisser en parler Pierre, ça sera beaucoup mieux. Ce qui est intéressant, c'est l'effet neuroprotecteur, et cet effet neuroprotecteur, il a été largement démontré par une étude sur une population de 5000 patients où la prescription de sel de lithium diminue significativement le risque de démence, c'est clair. Je suis vieux, je bois. L'indication des dérivés de l'acide valproïque, c'était le traitement des épisodes maniaques en cas de contre-indication de l'intolérance au lithium. En fait, il est prescrit en dehors de ces indications.
C'est vrai que les paramètres pharmacocinétiques sont également altérés pour l'acide valproïque. Et puis, il y a des interactions médicamenteuses avec l'aspirine, la fluoxétine et la carbamazépine qui nécessitent quelques précautions dans les prescriptions. Leur efficacité a été démontrée dans des études rétrospectives à des posologies variant de 250 à 2250 mg par jour, avec une progression lente des doses, mais il y a une grande variabilité interindividuelle. Le taux sérique efficace serait supérieur à celui qui est retrouvé chez les adultes jeunes, entre 60 et 90 mg. Alors je vous rappelle qu'il faut faire un bilan hépatique normalement semestriel pour les gens qui sont sous acide valproïque. Et alors chez le sujet âgé, le problème de la contraception ne se pose plus. Donc on peut donner de l'acide valproïque chez le sujet âgé qu'on ne donnait pas aux femmes plus jeunes, évidemment. La lamotrigine. Alors je défends la lamotrigine parce que pour moi c'est le traitement de première ligne dans beaucoup d'indications des formes de troubles bipolaires qu'on voit, des formes mineures de troubles bipolaires qu'on peut voir en clientèle libérale. Alors il est théoriquement pas prescrit, il est prescrit en préventif des récidives dépressives. En fait, dans l'aigu, on a pas mal de témoignages, aussi bien dans la littérature que dans la pratique clinique. Elle montre une efficacité dans les épisodes dépressifs bipolaires, de toute façon, la lamotrigine. Cette efficacité, elle n'est pas forcément immédiate, à des doses qui sont comparables à celles de l'adulte plus jeune, entre 25 et 400 mg, parce que le métabolisme de la lamotrigine n'est pas du tout altéré par l'âge. C'est au moins un avantage. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier de faire des doses progressives, de faire une titration et d'augmenter très progressivement les doses, en particulier en début de traitement, et d'insister sur le fait de ne pas suspendre le traitement n'importe quand, parce que le risque est important, si suspendre pendant plusieurs jours, de reprendre la même dose. Là, c'est le risque allergique est maximum à ce moment-là. Dans la pratique, un Steven Johnson pour 2 millions de patients, ce n'est pas un risque majeur, même si le Steven Johnson est une pathologie grave. Je pense que c'est probablement l'un des traitements les plus sécures dont on dispose en pratique avec la lamotrigine. Dans les autres anticonvulsivants, l'oxcarbazépine est utilisé essentiellement pour son effet sur l'irritabilité et l'agressivité, mais il n'y a aucune étude qui le démontre. Il n'empêche que ça ne marche pas si mal que ça. Les doses peuvent aller de 300 à 1800 mg. Alors chez le sujet âgé, je vais rarement jusqu'à 1800 mg, mais ça m'est arrivé une fois. Il faut surveiller aussi le ionogramme, parce que la natrémie et la kaliémie peuvent être perturbées par l'oxcarbazépine. L'oxcarbazépine, pour ceux qui veulent le nom, c'est le trileptal, parce qu'ils ne savent pas forcément les DCI. Il y a d'autres anticonvulsivants qui ont fait l'objet de publications. La gabapentin et le topiramate, c'est-à-dire le gabapentin, c'est le Neurontin, et le topiramate, c'est l'Epitomax. Voilà. Qui est souvent utilisé comme traitement préventif des migraines, et la migraine est une comorbidité fréquente des troubles bipolaires aussi. 35% des bipolaires ont une maladie migraineuse, donc ça peut être utile de l'utiliser en complément pour la migraine, et parfois ça a un petit effet thymorégulateur en plus. Ça peut être intéressant. Les antipsychotiques, alors là on pourrait en parler longuement. Les plus utilisés, c'est la risperidone et ses dérivés, la palipéridone, la clozapine, l'olanzapine, la kétiapine, plus rarement la ripiprazole chez le sujet âgé. Il y a quelques essais ouverts qui ont montré leur efficacité antidépressive et régulatrice de l'humeur. Mais dans la manie, par exemple, en dehors de la kétiapine qui a fait l'objet d'une étude montrant son efficacité à des doses de 400 à 800 mg dans la manie, les posologies des autres molécules doivent être adaptées en fonction de l'avancée en âge et des comorbidités. Les antidépresseurs, alors là, je vous ai dit ce que j'en pensais. Leur usage en première intention en monothérapie est de toute façon à proscrire indéniablement, même devant un épisode mélancolique. Éventuellement, ils peuvent être utilisés en association des régulateurs de l'humeur, mais il faut peut-être mieux éviter de les faire. Alors, je préfère vous parler de mes cas cliniques. Alors, mon premier cas clinique, c'est Francine. Francine, c'est une femme de 67 ans, lors de notre première rencontre. Elle est adressée par sa généraliste pour un virage hypomaniaque modéré après la prescription d'un IRSNA. C'était de la venlafaxine, l'IRSNA. Ça, c'est pas rare, oui. C'est l'ancienne directrice générale d'une maison de couture renommée sur la place de Paris, une grande maison de couture. Elle n'a aucun antécédent dépressif, mais la description de son mode de vie antérieur montre une personnalité hyperactive, addict au travail et aux soirées mondaines, où l'alcool avait une place qui n'était pas négligeable, évoquant clairement un tempérament bipolaire, un tempérament au minimum hyperthymique, si ce n'est pas plus. En première intention, je lui propose un sevrage progressif d'antidépresseurs en lui prescrivant de la kétiapine à dose progressive et un bilan pré-lithium avec un électrocardiogramme, parce que je voulais la mettre sous lithium, évidemment.
10 jours plus tard, elle dort déjà mieux, mais apparaît toujours un peu tachypsychique. Son bilan est sans anomalie, donc je maintiens la quétiapine et je lui prescris, pour commencer, un comprimé de lithium en forme à libération prolongée le soir, avec dosage de la lithiémie une semaine plus tard. Une semaine plus tard, avec un comprimé de Téralide 400, sa lithiémie est à 1,25. Donc elle est en risque quand même, elle est au-delà de la fourchette thérapeutique. Donc je décide de diminuer la dose à 1,5 comprimé. Son état s'améliore en quelques semaines, alors que le sevrage progressif de l'antidépresseur pendant 3 mois. La venlafaxine, c'est probablement l'un des médicaments qu'on a le plus de mal à arrêter. Et il a fallu donc 3 mois pour qu'on puisse la sevrer de cette molécule. C'était extrêmement important et elle ne regrette pas. 6 mois plus tard, elle demande si on ne pourrait pas avoir quelque chose pour remplacer la quétiapine, parce que la quétiapine, ça la sédétait un peu. Effectivement, elle dormait beaucoup. Pour elle, c'était 8 heures. Hein. Donc, elle avait toujours dormi 5 heures par nuit dans toute sa vie. Donc, 8 heures, c'était quasiment de l'hypersomnie. Moi, je trouvais que c'était pas mal. Mais bon, elle m'a demandé ça. Donc, j'ai introduit la lamotrigine à ce moment-là à dose progressive. Et j'ai arrêté la quétiapine. Et Francine, que j'ai revue la semaine dernière, elle a actuellement 100 mg de lamictal matin et soir, 1,5 comprimé de Téralide 400. Et elle va bien, avec un traitement qui est finalement très modéré, très limité, et c'est plutôt confortable. Alors je voulais vous parler de Gustave, parce que Gustave, c'est pas n'importe qui. Gustave, il est né en 1927, c'est-à-dire qu'il a 97 ans. Alors on dit que le trouble bipolaire, ça diminue l'espérance de vie, ça ne le diminue pas tant que ça, puisqu'à 97 ans, il a toujours bon pied avec 2 prothèses de genoux, et bon oeil, et il n'est pas du tout détérioré, il est parfaitement lucide et il va vachement bien. Mais je vais vous raconter l'histoire de Gustave. Donc, Gustave, il est suivi depuis les années 60 pour une PMD, à l'époque on disait que ça comme ça, dont le premier épisode dépressif a eu lieu quelques semaines après son mariage en 1958. C'est-à-dire que l'événement psychosocial qui a déclenché, c'est le mariage. C'est-à-dire un événement heureux déclenche un épisode mélancolique. On sait qu'il n'y a pas de corrélation entre la tonalité de l'événement et l'épisode. Moi, j'ai vu des gens déclencher un épisode maniaque après un décès familial, et d'autres, lui, il a déclenché un épisode mélancolique après son mariage. Donc, le mode de déclenchement lié à l'événement, c'est quand même intéressant. Ce qu'on peut noter, c'est que c'est quand même des événements qui ont une résonance émotionnelle très importante, et que cette vulnérabilité émotionnelle, c'est sans doute ça qui fait le lit de la bipolarité. Alors, il était officier mécanicien dans la Marine nationale. Il se trouve que j'étais médecin de la Marine nationale, donc à l'époque, alors en 58, j'étais pas là. Hein. Il a bénéficié à l'époque de traitement par imipramine. L'imipramine, c'était le premier tricyclique qui était sorti, c'était le tofranil, et ça venait tout juste d'être mis sur le marché, et il raconte ça avec beaucoup de détails. Il a ensuite présenté 2 autres épisodes dépressifs qui ont été également traités par imipramine, et puis en mai 68, alors que tout le monde craignait que les chars soviétiques rentrent dans la France. Alors les plus jeunes ne peuvent pas imaginer ça, mais pour avoir vécu ces événements-là à l'époque, on avait vraiment l'impression que les chars soviétiques allaient arriver à Paris. Et les forces armées avaient été mises en alerte, et c'est quelque chose qui l'a complètement déstabilisé, et il a déclenché un épisode maniaque qui se voyait aller défendre la France contre l'ennemi qui venait de l'Est. Il est donc hospitalisé en accès maniaque, et à l'époque mis sous lithium, et déclaré inapte au service à la mer. Alors un officier de marine qui est mis inapte au service à la mer, il n'est plus vraiment officier de marine, mais on lui a trouvé un poste. Il était chef mécanicien à la direction du port de Brest, donc il s'occupait des petits bateaux qui font les transits et qui remorquent éventuellement. Donc il a fini sa carrière comme ça, et il est cliniquement stable jusqu'à sa retraite de la marine en 85. Et moi je le rencontre en 91. En 88, l'apparition de tremblements des extrémités, à l'époque on ne connaissait pas les bêta-bloqueurs sans doute, et son psychiatre va interrompre le lithium à cause des tremblements qui étaient vraiment très très importants. Et on lui rajoute à l'époque, il a toujours bénéficié des innovations. Le Loxapac venait de sortir à l'époque, et donc il est traité par Loxapine et toujours 75 mg de clomipramine, qui à mon avis a bien entretenu la pathologie au long cours. Lorsque je le rencontre en 91, son humeur n'est pas complètement stabilisée, il se plaint d'être ralenti. À l'époque, je lui propose de prendre de la carbamazépine, le Tegretol, dont on connaissait les effets régulateurs de l'humeur, et ça se passe pas mal. Avec le Tegretol, il est assez vite amélioré, et il profite de sa vie de retraité de ses petits-enfants. En 2000, son état étant stable, il demande si on peut arrêter la clomipramine, parce qu'il en a marre d'être constipé.
effectivement, la clomipramine, la lanafranine, ça constipe. Et lui, il a, depuis 20 ans qu'il prenait de la lanafranine, il était constipé. Donc, son étrove ne le trouve plus déprimé, mais elle souligne qu'il est plus irritable, tout en estimant que ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas comme quand il passait ses journées au lit. Donc, elle est contente, madame. Et puis, en 2004, son état clinique est stable, mais l'irritabilité persiste. Et à l'époque, est sorti le trileptal depuis 2 ou 3 ans, et je lui propose de prendre le trileptal à la place du tegretol, parce que le trileptal est beaucoup moins inducteur enzymatique que le tegretol, et donc je le mets sous trileptal. Et alors là, miracle, il est spectaculairement amélioré, dit-il. C'est ce qu'il dit. Moi, je trouvais que ça n'avait pas changé grand-chose, mais lui, il dit, vous avez changé ma vie, docteur. C'est tout juste s'il ne me baisse pas les mains à chaque consultation, parce que il ne s'énerve plus contre sa femme, son humeur est stabilisée, il va très bien, et il continue à vivre. Il a un petit fauteuil roulant, parce que ses 2 prothèses de genoux, elles ne sont pas aussi efficaces qu'il l'espérait, et l'irritabilité a disparu. Son épouse me dira, j'ai retrouvé le vrai Gustave. 20 ans et 2 prothèses de genoux plus tard, alors que son épouse est décédée il y a 1 an, il ne cesse de me remercier de lui avoir redonné une vie normale. Donc, comme quoi, même à 97 ans, on peut encore espérer, et j'ai l'impression qu'il est parti pour faire un vieux centenaire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Pierre, je te laisse la parole. Allez. Voilà. Oui. Voilà. Bah écoute, merci. Je te laisse ouvrir ton diapo. Juste pour la petite histoire, je crois que le mariage, quand on classe les stresseurs de la vie, il y a en effet les décès, mais le mariage n'est pas très loin dans le top. Voilà, c'est un des stress de la vie. Et la mort du chien et du petit chat. Voilà. Ça paraît anodin, mais c'est vrai que c'est souvent des facteurs déclenchants. Voilà. Bon, donc maintenant on va passer plus en profondeur par rapport au lithium. Je te laisse 20 minutes, mais ça nous laissera 10 minutes à peu près de questions. Donc c'est parfait. Si Merci beaucoup, Jacques. Est-ce que vous entendez avec le micro, là, elle marche ou... Allô, allô Je pense qu'il faut parler très proche. D'accord. Okay. Donc ouais, merci beaucoup Jacques et merci à Elisabeth pour l'organisation de ce symposium. Je suis très honoré d'y participer. Effectivement, je pense que c'est important de se rappeler que la manière avec laquelle on va prescrire va reposer sur différents aspects, notamment les données de la littérature qui sont importantes à prendre en compte, et donc c'est intéressant d'actualiser les connaissances par rapport à ça, mais aussi un peu l'expérience notamment des personnes qui ont l'habitude, qui ont de l'expérience de traiter les patients bipolaires. Il faut aussi se reposer sur les avis de nos confrères, nos consoeurs qui ont de l'expérience pour effectivement traiter les patients bipolaires. Moi, j'ai voulu parler là du lithium et des toxicités rénales, évoquer éventuellement les nouveautés qui pouvaient exister, parce que effectivement c'est une question, la problématique du rein quand il faut prescrire du lithium, qui se pose assez fréquemment, et notamment chez les sujets âgés. Je m'excuse un peu parce qu'on va sortir un tout petit peu du cadre de la psychiatrie du sujet âgé pour être un peu plus psychiatrie générale entre guillemets, mais on peut y revenir et je serai ouvert à toutes les questions que vous aurez. D'abord, pour introduire le propos, la question du paradoxe du lithium qui avait été évoqué l'an dernier par le professeur Hortel, paradoxe du lithium dont on parle beaucoup dans les études qui portent sur le lithium. De quoi s'agit-il en fait? Il y a notamment l'idée que le lithium c'est considéré comme le meilleur régulateur d'humeur. Didier en a parlé, on est effectivement sur un traitement qui est très fortement recommandé dans différentes phases du trouble bipolaire, et notamment dans la prévention des récurrences du trouble bipolaire. C'est aussi l'un des traitements exceptionnels à ce niveau-là, qui a des très bonnes données sur l'efficacité de la prévention du risque suicidaire. Alors il faut plusieurs années, plusieurs mois disons de prescription pour obtenir un effet à ce niveau-là, mais c'est vraiment l'une des rares molécules qui peut entre guillemets se vanter d'avoir ce type d'effet. Là vous avez une étude de 2016 qui comparait les taux cumulés de lésions auto-infligées chez une population de patients bipolaires, et on se rend compte que le lithium est bien supérieur au Dépakote, au valproate, dans la prévention de ce risque automutilatoire ou des comportements ou des équivalents suicidaires.
Donc des données extrêmement intéressantes à ce niveau-là. Il est aussi, semble-t-il, pourvoyeur d'une réduction de la mortalité dans le trouble bipolaire. Là, on est sur une étude de cohorte qui se basait sur les données de santé à Taïwan. Donc 25 000 et quelques patients bipolaires. On se rendait compte que le lithium était associé, versus les autres régulateurs d'humeur, à une diminution de la mortalité par suicide et par mort naturelle. Donc des données extrêmement importantes qui en font effectivement le gold standard du traitement du trouble bipolaire dans la plupart des guidelines, des recommandations internationales. Mais néanmoins, il y a cette particularité que la prescription des sels de lithium diminue. Là, vous avez une étude qui montre en fait les variations sur 2 périodes de temps, 96-2000 et 2016-2018, des médicaments utilisés dans le trouble bipolaire, et on se rend compte que le lithium, son utilisation diminue de 12% à 4%. Ça diminue partout dans le monde. En Écosse, 2009-2016, on a également une décroissance des prescriptions de lithium, avec, comme vous le voyez sur au niveau des antipsychotiques, une augmentation progressive de ces prescriptions. Et contrairement à l'usage qui est recommandé de diminuer en fait les antidépresseurs dans le trouble bipolaire, on se rend compte qu'au cours de cette période, les antidépresseurs étaient prescrits de manière relativement stable. Et enfin, effectivement, aux USA, on a aussi des variations avec, semble-t-il, une décroissance de l'usage du lithium malgré ces données extrêmement intéressantes. J'ai pas parlé des effets neuroprotecteurs, mais on aurait pu l'évoquer aussi. Des données qui commencent à apparaître aussi en termes de protection, de prévention du risque cardiovasculaire, et notamment aussi de l'ostéoporose qui serait moins importante chez les patients qui utilisent le lithium versus d'autres régulateurs d'humeur. En tout cas, il y a tout un tas de données qui s'accumulent, mais néanmoins des prescriptions qui diminuent. Alors comment on peut expliquer cette baisse de prescription? Il y a différentes hypothèses qui peuvent être évoquées. On a l'idée éventuellement des prescripteurs qui surestiment un peu l'efficacité et la tolérance des antipsychotiques atypiques. C'est vrai qu'il y a eu les labos qui ont eu un impact très important aussi dans les choix de prescription dans plein de pays. Et peut-être qu'en tant que prescripteur, on a tendance à attribuer aux antipsychotiques une capacité à être un peu mieux tolérée par rapport au lithium, ce qui est probablement une donnée un peu erronée. Il y a aussi voilà, l'idée que le lithium serait moins efficace sur certaines caractéristiques cliniques. Là aussi, c'est des données qui sont relativement peu étayées. Éventuellement, il y a l'idée que le lithium serait moins facile d'usage par rapport aux antipsychotiques atypiques, notamment par le fait que le lithium, on a besoin d'avoir une fenêtre thérapeutique assez étroite. On a également le fait que moins on l'utilise, moins on en a l'expérience, et donc ça va diminuer en fait son utilisation par ce biais-là. Il y a bien sûr l'idée qu'il y a une absence d'intérêt économique dans la promotion du lithium, parce que c'est une molécule qui est génériquée, et donc c'est difficile d'établir des essais thérapeutiques sur ce type de produit. Et enfin, et c'est sur quoi je voulais un peu insister, c'est probablement que le prescripteur, on a tous aussi des craintes qui sont plus ou moins fondées concernant les effets secondaires potentiels du lithium, et notamment les effets rénaux. Et c'est ce que je voulais évoquer ici. Alors très rapidement, une brève histoire du rein et du lithium, parce que c'est une histoire assez ancienne en fait, qui débute au 19e siècle. Le lithium, il a été isolé en tant que molécule chimique au tout début du 19e siècle, et il va assez rapidement être utilisé pour ses propriétés diurétiques. En fait, on va utiliser les propriétés rénales du lithium, notamment dans le traitement de la goutte. Donc la goutte, c'est une maladie qui va toucher les articulations, qui va entraîner des douleurs inflammatoires extrêmement importantes, notamment ça touche le gros orteil, et donc c'est très douloureux. Et à l'époque, le lithium est utilisé pour diminuer les douleurs arthritiques, avec l'idée que probablement, on s'était rendu compte que la goutte était liée à une élévation de l'acide urique au sein des articulations, et on avait l'idée que le lithium allait diminuer cette hyperuricémie au sein des articulations, et donc c'est comme ça qu'il est utilisé au cours du 19e siècle. On fait un petit saut dans l'histoire pour arriver en Australie. L'Australie qui a produit au cours du siècle à la fois Kylie Minogue, mais aussi et surtout John Cade. John Cade qui est un peu le père de l'utilisation du lithium. 1949, donc il écrit son premier article sur les patients, 10 patients, en fait, 10 cas cliniques, qui va compiler dans un article. Et en fait, il présente ces cas cliniques, et il s'est rendu compte que l'utilisation du lithium avait permis l'amélioration des états maniaques
chez ces patients. Et donc ça va être le premier en fait à décrire cet effet-là. Et en fait John Cade avait utilisé le lithium à l'époque parce qu'il y avait l'hypothèse que le trouble bipolaire était en lien avec une hyperurémie. Donc il y avait cette hypothèse d'une dualité hyperurémie qui induit un état maniaque. Donc il faut traiter l'hyperurémie et donc les traiter par lithium. Et effectivement il y a eu un peu un coup de hasard qui a fait que ce traitement était efficace. Et c'est grâce à lui que ça a pu se diffuser. Puis ensuite un petit saut jusqu'à Mogens Schuh, qui est bien sûr aussi l'un des pères fondateurs de la thérapie par lithium, donc psychiatre danois, qui lui le premier, en 1954, va écrire et publier un essai clinique, avec la méthodologie qui est la plus moderne et qui va permettre de faire valoir en fait l'efficacité du traitement dans ces phases maniaques. Mogens Schuh, ça va être lui aussi qui, en 1981, va écrire sa éditoriale sur la peur du lithium. À l'époque, avaient été identifiés des cas de patients qui présentaient des néphropathies assez sévères, qui avaient été attribuées à l'utilisation du lithium. Donc 1954, son premier essai thérapeutique, et puis ensuite il y a une large diffusion de la molécule, et par contre on n'avait pas encore en tête l'idée qu'il y avait des marges thérapeutiques étroites qui devaient être respectées, il y avait une utilisation qui était très différente de celle qu'on a actuellement, et effectivement des patients, des cas cliniques qui ont été décrits d'atteinte rénale du lithium, et donc Mogens Schuh s'interroge en 1980 sur est-ce qu'il faut vraiment avoir peur du lithium, est-ce qu'il faut abandonner ce traitement, est-ce qu'on est en train de créer des populations de néphropathes est-ce qu'on est en train de traiter le trouble bipolaire au prix de ça? Lui, à son époque déjà, il disait que non, qu'il fallait par contre respecter des règles et être très prudent dans l'utilisation et dans les doses administrées, mais qu'il était très en faveur du maintien de cette thérapeutique qui heureusement a perduré dans le temps. Et donc en 2024, qu'est-ce qu'on peut avoir comme données sur le lithium actuellement? Donc il faut se dire que globalement, les principaux effets redoutés du lithium sur le rein sont de trois types. Donc il y a d'abord la polyurie et ce qu'on appelle le diabète néphrogénique insipide, c'est l'un des premiers effets redoutés. Il y a l'insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire une détérioration du débit de filtration glomérulaire. Et ensuite l'effet le plus redouté, probablement ce qui va entraver le plus le prescripteur dans l'option de choisir le lithium pour un patient bipolaire, c'est la crainte qu'il va avoir d'une insuffisance rénale terminale, avec les risques que ça compose de dialyse et éventuellement de greffe du rein. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'il y a un lien chez les patients qui vont développer par exemple une polyurie? Est-ce qu'ils vont être plus à risque de développer une insuffisance rénale chronique? Et eux-mêmes, quelle sera la proportion des patients qui développent une insuffisance rénale chronique qui développeront ultérieurement une insuffisance rénale chronique terminale? Alors pour débuter déjà le polyurie et diabète insipide, il faut savoir que il y a plein d'effets secondaires qui sont généralement transitoires et parfaitement bénins. Et la polyurie, c'est effectivement un effet qui est fréquent. 40 à 50% des patients qui présentent cet effet-là. Donc il y a une perturbation de la concentration des urines qui est un effet très précoce. Donc dès les premières semaines de traitement, effectivement, les patients peuvent se plaindre d'avoir plus envie de pisser que d'habitude et de boire un peu plus que d'habitude. Et ce qu'il faut leur dire, c'est que c'est généralement quelque chose de parfaitement bénin, mais néanmoins qui peut être gênant par les conséquences sociales notamment que ça peut engendrer. Donc c'est bien sûr à prendre en compte. Juste quelques petits rappels de physiopathologie. Il faut se rappeler que le lithium, donc c'est un cation monovalent qui va être quasiment exclusivement éliminé par le rein. Et au niveau du rein, il va être filtré par le glomérule rénal et il va être réabsorbé au niveau des cellules du tubule proximal par le biais d'un petit canal qui est le canal sodium. Et en fait, le lithium, il va entrer en compétition avec le sodium pour l'utilisation de ce canal. C'est un petit pont qui lui permet de rentrer dans la cellule. Et la cellule va préférentiellement faire rentrer le lithium par rapport au lithium, qui lui va être par rapport au sodium, qui va être éliminé dans les urines. Donc on va observer une accumulation du lithium au sein de la cellule rénale. Et cette accumulation va produire un effet enzymatique d'inhibition d'une petite pompe qui s'appelle l'aquaporine 2. L'aquaporine 2 qui, elle, va permettre la réabsorption de l'eau. Donc le blocage de cette aquaporine 2 par le biais de l'accumulation du lithium et notamment de l'inhibition d'un système enzymatique lié au GSK3 bêta
va entraîner une diminution de la réabsorption de l'eau. C'est un phénomène qui se produit dans la cellule épithéliale, mais aussi dans les cellules interstitielles, avec l'inhibition toujours de cette aquaporine 2. Et donc on va avoir l'eau qui va être moins réabsorbée au niveau du rein, donc on va éliminer plus d'eau, et on va perdre la capacité en fait à concentrer les urines. Et donc ça va être des urines très très peu concentrées, et un volume urinaire qui va augmenter, et qui va créer en fait les symptômes que l'on connaît de polyurie et de diabète insipide néphrogénique. Le diabète insipide néphrogénique étant une complication un peu, enfin disons un syndrome un peu augmenté de polyurie, avec une définition qui est celle-ci, une polydipsie, c'est-à-dire une tendance à boire beaucoup plus, une production excessive d'urine, plus de 3 litres par 24 heures, et donc une perte de la capacité à concentrer l'urine. L'urine va être beaucoup plus diluée. Quand on fait un test biologique de recueil des urines, on se rend compte que l'urine est beaucoup plus diluée. Et donc effectivement le lithium, c'est la cause la plus classique de néphropathie diabétique idiopathique. Là aussi on est sur soif et polyurie sont les principaux symptômes. On est sur une prévalence qui est un peu plus faible que la polyurie, avec un facteur de risque qui semble être la durée de prescription du lithium pour le coup, et la question de savoir s'il faut ou pas arrêter. Généralement là aussi on essaie de faire en sorte de maintenir le traitement par lithium, sachant que l'arrêt du lithium n'entraîne pas obligatoirement une régression des symptômes, et que par ailleurs il y a un traitement qui est relativement efficace pour les patients qui vont avoir vraiment une gêne persistante liée notamment au fait de devoir uriner la nuit, des réveils qui vont du coup perturber l'humeur dans la journée, qui vont créer de la fatigue et tout ça. On peut éventuellement donner de l'amyloride, qui est un traitement qui est indiqué comme traitement de la polyurie. Il cible spécifiquement le canal sodium dont on a parlé. Il va bloquer la réentrée du lithium et favoriser en fait le maintien du sodium au sein de la cellule, et donc il va permettre la diminution assez franche de la polyurie, sachant encore une fois que ce sont des effets qui sont généralement bénins et transitoires, et donc dans la plupart des cas le traitement ne sera pas nécessaire. Autre complication, là pour le coup on est moins sur des effets à court terme mais plus sur des effets au long cours, c'est l'insuffisance rénale chronique induite par le lithium. Insuffisance rénale chronique dont le lien avec le lithium est beaucoup plus controversé. On est sur des données qui sont là encore très discutées même à l'heure actuelle dans la littérature. Donc l'insuffisance rénale chronique, c'est quoi? C'est la perte de la fonction rénale à filtrer les molécules. Et donc c'est le reflet de ça, c'est la baisse de ce qu'on appelle le débit de filtration glomérulaire. Et donc c'est une insuffisance rénale chronique qui est observée chez certains patients qui vont être traités par lithium. On l'observe parce qu'on a des recommandations de suivre de manière assez précautionneuse en fait la fonction rénale par le biais de prise de sang assez régulière chez les patients qui sont traités par lithium, et c'est un effet qui va être lent à apparaître, plusieurs années de traitement, insidieux, et bien sûr pas du tout chez tous les patients. En règle générale, c'est une insuffisance rénale chronique donc qui est insidieuse, notamment par le fait qu'il y a très peu de symptômes cliniques, en particulier pas de symptômes qui sont associés généralement à l'insuffisance rénale tels que l'hypertension, l'hématurie ou la protéinurie. Ce qu'on observe, l'une des particularités, c'est que ça peut induire la présence de kystes corticaux au niveau du rein, observés notamment dans les IRM rénales, qui ne sont pas réalisés du tout de manière systématique. Et aussi une particularité de cette insuffisance rénale, c'est qu'elle est à taille de rein conservée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de baisse du volume parenchymateux. Et donc la physiopathologie, elle est pas complètement claire, elle est probablement en lien avec ce qu'on avait évoqué précocement, là, le fait que le lithium va s'accumuler au sein de la cellule, et que c'est probablement cette accumulation qui va rendre compte de cette baisse de la fonction rénale. Ce qu'on observe en fait, c'est qu'il y a globalement une diminution des débits de filtration glomérulaire qui va être très progressive, et il semblerait qu'il y ait une dizaine de pourcents des personnes qui vont être traitées par lithium qui, après 20 ans d'évolution et de durée de traitement, en fait vont présenter une baisse de la fonction rénale avec un débit de filtration glomérulaire qui va diminuer en dessous de 60 ml par minute, et donc qui nécessitera la prise en compte de l'avis d'un néphrologue pour savoir comment est-ce qu'on manage un peu le traitement. Il y a simplement 5% des patients, et là aussi les données sont variables selon les études, qui vont présenter une diminution du débit de filtration glomérulaire en dessous de 30 ml par minute.
Et par contre, la progression vers l'insuffisance rénale terminale, elle est très difficile à estimer. On considère qu'à peu près 0,5% à 0,7% évoluerait vers une insuffisance rénale terminale. Donc c'est à prendre en compte, bien sûr, c'est pas du tout à négliger, c'est quelque chose qu'il faut évoquer quand on instaure le patient, mais néanmoins, il y a aussi le bénéfice majeur qu'on a évoqué au début du traitement par lithium qui doit être aussi pondéré pour prendre en compte la décision thérapeutique d'instaurer ou non le traitement. Sachant qu'il y a une étude de Necker de 2015 qui disait que parmi tous les, donc le service de néphrologie, tous les patients qui sont en dialyse ou greffés rénaux, le lithium n'était imputable que dans 0,2% des cas des insuffisances rénales terminales observées dans leur service. Donc c'est vraiment des situations qui sont très très rares. Quelques facteurs de risque ont été identifiés chez les patients en fait, qui vont développer comme ça une insuffisance rénale chronique. C'est notamment la présence de comorbidités. Et ça, on y reviendra parce qu'il y a bien sûr des biais de confusion très importants quand il s'agit d'aborder le lien entre le lithium et l'insuffisance rénale chronique. En fait, il y a des biais majeurs qui sont liés à ce qui était évoqué par Didier et Elisabeth, le fait la place des comorbidités au sein du trouble bipolaire qui sont très importantes et qui peuvent aussi médier le risque d'insuffisance rénale chronique. Il y a les épisodes de toxicité. Et il y a l'utilisation concomitante d'autres produits néphrotoxiques qui vont majorer le risque au long cours d'insuffisance rénale chronique. D'autres qui sont moins évidents, pour lesquels il y a moins de consensus, mais néanmoins qui doivent être envisagés, c'est notamment l'administration biquotidienne de traitement par lithium. C'est pour ça qu'on préférera probablement une administration en une prise par jour, pour en tout cas prévenir le risque de toxicité rénale. La durée de l'exposition, là aussi, c'est controversé. Les niveaux de lithiémie élevés, maintenant de plus en plus, on recommande des lithiémies qui sont plus basses que celles qui étaient indiquées antérieurement, étant en tout cas beaucoup plus basses que celles qui étaient utilisées au temps de Mogenschu. Et enfin, l'utilisation d'autres psychotropes, là aussi, on discute un peu cet effet-là. Alors, quelle stratégie préventive on peut mettre en place? La surveillance régulière de la fonction rénale, elle est recommandée quand on instaure un traitement généralement tous les 3 mois, puis 1 à 2 fois par an. Bien sûr, quand on observe une baisse de la débit de filtration glomérulaire, on va augmenter la surveillance. Idéalement, donc, on maintient des niveaux de lithiémie relativement bas, en tout cas plus bas que ceux qui étaient indiqués il y a quelques dizaines d'années. On essaye, quand c'est possible, de faire une transition vers un régime avec une administration 1 fois par jour, qui est préconisé. Et on va tout mettre en place pour réduire les épisodes de toxicité au lithium. Toxicité au lithium qui peut être très fréquemment liée en fait à la coprescription. Là aussi, Didier en parlait, c'est la règle en fait chez le patient bipolaire. Il y a une iatrogénie qui est extrêmement importante du fait de la polymédication. Et il y a des médicaments qui sont vraiment à contre-indiquer quand on est traité par lithium au long cours. Et donc il faut renforcer la psychoéducation chez nos patients âgés aussi pour leur rappeler qu'il y a certains médicaments qui sont contre-indiqués. Et aussi auprès des médecins généralistes, donc faire de l'information. Il y a notamment les IEC, les AINS, certains thiazidiques qui doivent être dans la majorité des cas proscrits. Et bien sûr, l'un des enjeux, c'est aussi la prise en charge la plus vigoureuse possible des comorbidités. La comorbidité cardiovasculaire, elle est 4 fois plus importante qu'en population générale chez le patient bipolaire. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça doit débuter avant 50 ans. C'est probablement même dès le début de la prise en charge, en tout cas à partir de 40 ans, qu'il faut vraiment axer les choses sur la prévention du risque lié au tabac, sur l'exercice physique, sur la prévention du risque cardiovasculaire global, pour tenter effectivement, chez nos patients âgés, d'avoir le moins d'impact à ce niveau-là. Il y a bien sûr des spécificités, notamment en termes de concentration sérique cible chez les patients âgés. Mais globalement, la règle, c'est d'avoir la posologie qui permet d'obtenir la posologie la plus basse pour obtenir un effet thérapeutique. Globalement, on est en dessous des lithiémies cibles chez l'adulte. Des questions qui peuvent se poser aussi plus fréquemment chez l'adulte âgé que chez l'adulte plus jeune, c'est à quel moment faut-il arrêter le lithium et en fait, faut-il vraiment l'arrêter?
parce qu'en fait, quand effectivement on observe une dégradation de la fonction rénale, on considère notamment qu'après 40 ml par minute, c'est-à-dire quand on a une dégradation au-delà de ce seuil, en fait, l'arrêt du traitement ne va pas nécessairement influer sur la diminution de la fonction rénale. Donc arrêter le traitement à ce moment-là, en fait, on a une autonomisation de la dégradation de la fonction rénale qui fait que l'arrêt du traitement ne va pas être extrêmement pertinent, puisque ça n'aura aucune efficacité sur la diminution de la pente de décroissance de la fonction rénale. Donc en fait, il faut se poser la question en amont. C'est probablement à partir de 60 ml par minute qu'il faut interroger et évoquer ça avec le patient, lui expliquer clairement les enjeux, les bénéfices, les risques, sachant que l'arrêt du traitement par lithium, là on a une étude de cohorte sur des patients de plus de 18 ans qui avaient développé une insuffisance rénale chronique pendant un traitement au lithium de longue durée pendant plusieurs mois. Et donc les conséquences de l'arrêt du lithium après le diagnostic n'étaient pas du tout négligeables. En fait, il y a un risque de rechute qui est très nettement augmenté chez les patients traités au long cours et stabilisés au long cours quand on arrête le traitement par lithium. Donc le bénéfice et le risque à l'arrêt chez les patients qui voient leur fonction rénale se dégrader est vraiment à prendre en compte, avec l'idée que c'est une décision qui doit pas bien sûr reposer uniquement sur le débit de filtration glomérulaire. On essaye de dézoomer un petit peu et on discute bien sûr avec le patient. Il faut prendre en compte les antécédents psychiatriques, désolé pour les fautes d'orthographe, et bien sûr les antécédents thérapeutiques qui ont été efficaces dans le passé. Il faut aussi s'interroger sur le phénotype en fait plus ou moins suicidaire de la personne. Est-ce qu'il y a eu des tentatives de suicide? Parce que là on sait que le traitement par lithium est très préventif de ce risque-là, et donc on n'aura plus d'autant tendance à le maintenir. On va interroger bien sûr la préférence du patient et l'adhésion du patient au traitement. Aussi, bien sûr, la capacité du patient à gérer un suivi, un monitoring qui va être plus régulier. Si la fonction rénale se dégrade, on aura tendance à le suivre de manière plus régulière. Et enfin, la viabilité des autres alternatives thérapeutiques. Enfin, et je vais bientôt terminer, est-ce que le lithium, finalement, dans l'insuffisance rénale chronique qui est observée, l'insuffisance rénale terminale, est-ce que ce n'est pas un accusé à tort? Parce qu'en fait, là aussi, vous l'aviez évoqué, mais globalement, le vieillissement s'accompagne d'une dégradation très progressive de la fonction rénale. Et en fait, on a aussi, donc ça, c'est à prendre en compte. Et on a aussi à prendre en compte le fait que le trouble bipolaire, quand on étudie le lien entre le lithium et l'insuffisance rénale chronique, en fait, il y a plein de biais de confusion, c'est-à-dire que le trouble bipolaire en lui-même est porteur de plein de pathologies, la sédentarité, les pathologies cardiovasculaires, notamment le diabète, les pathologies d'hypertension et tout ça, l'utilisation de substances, il y a un vieillissement accéléré dans le trouble bipolaire. Tout ça va en fait créer des facteurs de confusion, ce qui est bien qu'il y a certains auteurs qui s'interrogent vraiment sur le lien véridique entre l'insuffisance rénale chronique terminale et la prescription par lithium. Assez récemment, on a une étude de 2023 là, qui sur une population de 10 000 patients qui étaient bipolaires, traités par lithium ou valproate. Et en fait, dans cette population de patients, il n'y avait pas de différence constatée en termes d'insuffisance rénale chronique chez les patients traités par lithium versus ceux qui étaient traités par valproate. Ce qui allait dans le sens en fait, du fait que finalement les insuffisances rénales chroniques terminales qu'on observait, en tout cas en partie, certaines en partie étaient plus liées au trouble bipolaire en lui-même qu'au traitement par lithium. Et donc il faut vraiment prendre en compte ces facteurs de confusion quand on étudie la relation entre ces deux situations. Et donc pour terminer, donc il y a effectivement un risque qu'il est nécessaire de prendre en compte de traitement par lithium au long cours. L'insuffisance rénale terminale directement imputable, elle est en tout cas extrêmement rare, donc ça c'est important aussi à évoquer aux patients. Il y a un monitoring approprié qui doit être fait de la fonction rénale, et bien sûr les données sur l'impact rénal, à mon sens, ne justifient pas cette baisse de prescription qui est constatée. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Claire. La batterie est basse. C'est une voix qui porte, ça va, vous m'entendez? Ah, pardon, voilà. Merci, voilà, c'est bon, merci. On a quelques minutes pour les questions. Je dirais 2-3 mots avant. C'est vrai que nos vieux patients porteurs
Voilà, de troubles bipolaires, et je te remercie pour ça, parce que c'est une couche de stigmatisation en moins. Sont aussi des survivants, et moi je pense alors je sais pas si Freddie Mercury était un bipolaire, hein. Bon, mais en tout cas il est mort du VIH, et c'est vrai que quand on suit des patients avec la trithérapie, on commence à voir en fait des gens qui sont porteurs du trouble bipolaire, âgés, VIH, et qui ont survécu, et c'est vraiment des survivants. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de relapse actuellement, et que les jeunes bipolaires vont peut-être être les vieux, enfin, voyez, seront les vieux de l'avenir, voilà, avec des contagions, parce que même si, voilà, les gens font moins attention. Et c'est aussi des gens qui ont vécu la stigmatisation du terme psychose maniaco-dépressive à maladie maniaco-dépressive et trouble bipolaire. Ça aussi, c'est important. Sur la pharmaco et tout ça, sur tous les deux cas, je trouve qu'ils sont intéressants, parce que tu as une hyperthymique qui va passer à travers les radars pendant des années et qui va décompenser, et ça on en a beaucoup. Et aussi ceux qui ont eu un parcours très lourd et qui on arrive enfin à stabiliser, et c'est 97 ans, c'est un espoir. Voilà. Et sur le lithium, j'avais juste une question, mais tu as répondu, c'est que je voulais savoir si c'était mieux de donner en une fois ou deux fois. Voilà. J'ai la réponse. Mais c'est vrai que, voilà. Alors, pour les questions, j'espère que le micro, voilà. Il commence, on a 5 questions. En fait, on a tendance quand même en première intention à utiliser le lithium plasmatique. Après, c'est quand on a une discordance entre les symptômes cliniques qu'on observe, et on a l'impression d'une toxicité à lithiémie normale. Là, on aura tendance éventuellement à faire une lithiémie intra-érythrocytaire, dont on pense qu'elle est plus corrélée en fait à la lithiémie intracérébrale. Donc, mais il arrive parfois effectivement que, il peut arriver qu'il y ait des symptômes de toxicité à lithiémie normale. Donc ça, il faut être vigilant par rapport à ça, et pas hésiter aussi à diminuer encore un peu en dessous du seuil recommandé en fait la lithiémie, parce que ça peut permettre d'améliorer. C'est-à-dire qu'une lithiémie normale ne permet pas d'infirmer le diagnostic de toxicité, quoi.